Et, regardez. Je comprends tout à fait. Vous êtes en colère, mais on essaie juste de faire notre travail et de passer à autre chose. Faites-moi une faveur et allez-y, supprimez cette vidéo. Personne n'a besoin de la voir, pas vrai? Non. J'ai le droit d'enregistrer. Écoutez, j'essaie de vous rendre service. Effacez-la, sinon ça va se compliquer sérieusement pour vous. Je ne cherche à rien cacher. C'est vous qui êtes en tort. Et ça va se savoir. Le gendarme Stéphane Mercier sentait au fond de lui que son collègue avait franchi une ligne. L'interpellation de l'adolescent, Léo Martin, était indéfendable, il le savait. Mais plutôt que de rédiger un rapport, il choisit la voie de la dissimulation. Il s'approcha de l'unique témoin, Chloé Dubois, pour la contraindre à effacer la vidéo qu'elle avait capturée. Il croyait étouffer une affaire. Il ignorait que sa propre caméra piéton était en train de filmer la preuve d'un délit grave, une tentative d'intimidation de témoins. Ce que vous venez de visionner, c'est un gendarme essayant d'anéantir la vérité. Une tentative, d'un calme glacial, de bâillonner un témoin. Vous avez assisté à leur face-à-face. À présent, nous allons vous dévoiler l'histoire complète et vous montrer comment le refus obstiné de Chloé a non seulement sauvé l'avenir d'un jeune homme, mais a aussi brisé la carrière d'un agent corrompu. Si pour vous, la vérité compte, abonnez-vous à notre chaîne. Pour saisir les événements de cet après-midi glacial dans un village provençal, il faut revenir 30 minutes en arrière. Chloé Dubois quittait la bibliothèque municipale pour rentrer chez elle. Son sac à dos pesait lourd, rempli d'ouvrages et de notes pour sa thèse en sociologie. À 28 ans, elle terminait son master, avec pour sujet de recherche les dynamiques entre la gendarmerie et les populations en milieu rural. L'ironie cruelle de la scène à venir allait bientôt la frapper de plein fouet. Un ciel de plomb hivernal s'étendait sur le village. Chloé remonta le col de son manteau en s'engageant dans une ruelle pavée qu'elle connaissait par cœur, flanquée de hautes maisons en pierre de taille. L'air était vif et portait l'odeur du feu de cheminée. Ses pensées étaient accaparées par sa thèse, par un rendez-vous avec un animateur socioculturel la semaine suivante. Des préoccupations quotidiennes. Elle ignorait totalement que, dans quelques instants, elle allait être projetée au cœur même du sujet qu'elle étudiait depuis des mois. C'est à ce moment précis qu'elle perçut des éclats de voix. 2 gendarmes maîtrisaient un jeune homme contre le capot d'une voiture. L'adolescent, Léo Martin, ne devait pas avoir plus de 16 ans. Il était grand, dégingandé, vêtu d'un sweat d'une marque de sport et d'un jean flottant. Ses bras étaient déjà immobilisés dans son dos, mais l'un des gendarmes, Nicolas Lefebvre, appuyait sa tête avec une force disproportionnée contre la tôle froide. Son collègue, Stéphane Mercier, se tenait un peu à l'écart, semblant superviser la manœuvre. Lefebvre lui criait d'arrêter de se débattre, alors que Chloé constatait que le garçon était absolument immobile, tétanisé par la peur. Chloé marqua un temps d'arrêt, le pouce accélérant brutalement. Elle avait analysé des dizaines de situations similaires dans le cadre de ses études. Elle avait recueilli des témoignages sur des violences policières, mais assister à une telle scène, à moins de 15 mètres de distance, provoquait en elle un choc viscéral. Le genou du gendarme Lefebvre percuta violemment le creux des genoux de l'adolescent, qui s'affaissa sur le sol. Léo laissa échapper un cri étranglé. « Mais j'ai rien fait. » Sa voix d'adolescent se cassa sous l'effet de la douleur et de la panique. « Silence !» rugit Lefebvre. « Tu as détalé quand tu nous as vus. »« Pas du tout, je marchais tranquillement. » La main de Chloé trouva instinctivement son téléphone dans sa poche. Ses doigts étaient gourds à cause du froid et de la nervosité, mais elle réussit à lancer l'enregistrement vidéo. Elle le maintint au niveau de sa poitrine, cherchant la discrétion tout en s'assurant de bien cadrer la scène. Par le prisme de son écran, elle vit Lefebvre forcer sur le bras du garçon jusqu'à un angle contre nature, provoquant une grimace de douleur sur le visage de Chloé elle-même. Elle le vit appuyer son genou entre les omoplates de Léo, l'écrasant davantage contre les pavés disjoints. Elle vit le visage du jeune homme se crisper tandis que sa joue raclait la pierre. C'était une violence gratuite. C'était la définition même de l'abus de pouvoir qu'elle avait tant étudié, ce que les gens lui avaient raconté avec des mots hésitants. Et là, elle le voyait de ses propres yeux, et elle l'enregistrait. Une vague d'adrénaline, de terreur et d'un curieux sens du devoir la submergea. L'interpellation brutale dura encore 1 minute et demie. Finalement, les gendarmes remirent Léo sur pied et l'entraînèrent vers leur fourgonnette. Sa joue était écorchée,
ensanglanté. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, et Chloé lut dans son regard un mélange de terreur et de profonde humiliation alors qu'on le poussait sur la banquette arrière. Elle stoppa la vidéo. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle manqua de lâcher son téléphone. Elle vérifia l'écran. L'enregistrement était là, 3 minutes et 47 secondes. Une séquence nette, une preuve irréfutable. Par réflexe, elle lança immédiatement le transfert du fichier vers son espace de stockage en ligne. Une petite voix intérieure lui dictait de sécuriser cette preuve sans tarder. C'est là qu'elle croisa le regard de l'un des gendarmes. Stéphane Mercier, celui qui était resté en retrait, la fixait intensément. La quarantaine, des tempes argentées, l'assurance de celui qui connaît son métier. Il n'avait pas participé activement à la brutalité, mais il avait été là, cautionnant par son silence. Il n'avait rien fait pour calmer son partenaire. Et maintenant, tandis que Nicolas Lefebvre remplissait sa paperasse à l'avant du véhicule, le regard de Mercier ne quittait plus Chloé. Il échangea quelques mots avec son collègue et se détacha de la voiture. Il se mit à marcher droit sur elle. L'instinct de survie de Chloé lui cria de s'enfuir. Tout son être la suppliait de tourner les talons et de disparaître, mais ses jambes refusèrent d'obéir. Elle resta figée sur le trottoir, son téléphone serré comme une encre dans sa main, le dos presque collé au mur froid d'une maison de village. Elle observa l'avancée du gendarme, devinant avec une certitude glaçante la nature de leur futur échange. La caméra piéton de Stéphane Mercier était activée. Elle tournait depuis le début de l'intervention. Elle tournait encore alors qu'il s'avançait vers la jeune femme qui venait d'immortaliser son collègue en plein dérapage. L'objectif, fixé sur son torse, filmait la scène de son point de vue. Il cadrait le visage de Chloé, son anxiété palpable. Il allait enregistrer l'intégralité de leur conversation. Mercier s'immobilisa à 1 mètre d'elle. Une distance calculée pour être intimidante. Suffisamment proche pour que sa masse, son uniforme, la crosse de son arme visible à sa ceinture, constitue une menace latente, mais pas assez pour que cela puisse être qualifié d'agression sur une vidéo. C'était un professionnel. Il savait comment maîtriser une situation, comment influencer un témoin. Il se croyait maître du jeu. Et, regardez. Je comprends tout à fait, lança Mercier, d'une voix posée, presque paternelle. Son ton se voulait rassurant, celui d'un homme de dialogue cherchant une solution raisonnable. Vous êtes en colère, mais on essaie juste de faire notre travail et de passer à autre chose. Faites-moi une faveur et allez-y, supprimez cette vidéo. Personne n'a besoin de la voir, pas vrai? La proposition était formulée comme une suggestion anodine, presque un conseil amical. Mais Chloé perçut la menace sous-jacente. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre maquillé. Un représentant armé de la loi lui intimait de détruire une pièce à conviction. Sa bouche était pâteuse. Son cœur cognait furieusement dans sa poitrine. Mais une force intérieure, nourrie par ses connaissances académiques et ses convictions profondes, la poussa à refuser. Non, répondit-elle. Sa voix était plus faible qu'elle l'aurait souhaité, mais ferme. J'ai le droit d'enregistrer. Le visage de Mercier se durcit. Le vernis de cordialité s'écailla. Sa mâchoire se contracta. Il s'avança d'un pas, violant son espace vital. Son regard se fit plus insistant. Sa main esquissa un geste vague en direction de son ceinturon, attirant délibérément l'attention de Chloé sur son équipement, son arme, ses menottes, sa radio pour demander du renfort. Écoutez, dit-il, abandonnant toute feinte. Sa voix était devenue tranchante, autoritaire. J'essaie de vous rendre service. Effacez-la, sinon ça va se compliquer sérieusement pour vous. La menace était explicite. Coopère, ou il y aura des représailles. Chloé sentit le sang battre à ses tempes. Elle n'était qu'une étudiante. Face à elle se tenait un homme entraîné, armé, et investi de l'autorité de l'État. Il pouvait l'embarquer à la brigade. L'accuser d'outrage, de rébellion. Confisquer son téléphone. Il pouvait lui créer 1000 ennuis. Qui l'en empêcherait? Son collègue? Celui-là même qui venait de maltraiter un adolescent. Mais Chloé connaissait aussi la loi. Elle l'avait disséquée. Le droit de filmer les interventions des forces de l'ordre dans un lieu public était un droit fondamental, maintes fois confirmé par la jurisprudence.
Elle était sur la voie publique. Elle n'avait en rien entravé l'interpellation. Elle s'était contentée d'être un témoin qui enregistre. Et cet agent exigeait maintenant qu'elle efface cette archive. Elle agrippa son téléphone plus fermement. Le mur de pierre dans son dos était sa seule encre. Elle ne pouvait reculer, mais elle ne céderait pas. « Je ne cherche à rien cacher », rétorqua Chloé, et cette fois, sa voix gagna en assurance. La peur se teintait de colère. « C'est vous qui êtes en tort. Et ça va se savoir. » Ces paroles flottèrent un instant dans l'air glacial. Le gendarme Mercier la toisa, son esprit visiblement en train d'évaluer la situation, de chercher la meilleure stratégie. Il se redressa de toute sa hauteur, usant de sa stature pour la dominer psychologiquement. Son attitude était celle d'un prédateur. Il voulait la faire plier sans contact physique. « Vous ne mesurez pas le pétrin dans lequel vous êtes », murmura-t-il. « Je peux trouver 10 motifs pour vous placer en garde à vue. Trouble à l'ordre public, refus d'obtempérer. Et je suis persuadé qu'on trouverait des choses intéressantes dans votre sac si on le fouillait. Ça vaut vraiment le coup, pour une misérable vidéo ?» La menace était à présent directe, brutale. Il lui signifiait qu'il était prêt à inventer des charges contre elle si elle persistait. Qu'il avait le pouvoir de briser sa vie. Et il disait vrai. Ce pouvoir, il le détenait. Les gendarmes ont une marge de manœuvre considérable dans leurs décisions. Et Chloé était une femme seule, face à 2 agents ayant déjà fait preuve d'une violence inquiétante. Mais elle possédait une information que le gendarme Mercier semblait avoir occultée. Sa propre caméra piéton enregistrait chaque seconde de cet échange. Chaque menace, chaque tentative d'intimidation était en train d'être archivée. Il pensait régler un problème, protéger son collègue, neutraliser un témoin. Il ne réalisait pas qu'il était en train de fabriquer la preuve de son propre délit. Chloé plaqua son téléphone contre sa poitrine dans un geste protecteur. « Je n'efface rien », répéta-t-elle. Mercier la dévisagea un long moment. La frustration était lisible sur son visage. Il avait tablé sur une capitulation rapide. La plupart des gens auraient cédé. Face à un gendarme menaçant, la plupart des gens choisissent la voie de la sécurité et de la soumission. Mais Chloé ne pliait pas, et Mercier le comprenait. Il fit un pas en arrière, sans la quitter des yeux. « Vous commettez une grave erreur, dit-il. » Ce n'était plus une menace, mais presque un constat, comme s'il s'inquiétait sincèrement des conséquences de son entêtement. Mais la menace sous-jacente persistait, des ennuis attendent ceux qui défient l'autorité. « Je ne crois pas », répliqua Chloé. Mercier la scruta encore quelques secondes, puis secoua la tête avec un air de dépit. « À votre guise », lâcha-t-il. Il tourna le dos et rejoignit son véhicule, où son partenaire attendait avec Léo Martin sur la banquette arrière. Chloé le suivit du regard. Ses jambes étaient flageolantes. L'adrénaline refluait, la laissant épuisée. Elle venait de tenir tête à un gendarme qui l'avait menacée sans détour. Elle avait refusé de détruire la preuve d'un acte de brutalité. Il s'en allait, et elle était toujours là, libre. Mais elle sentait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Sitôt Mercier remonté dans son véhicule, Chloé s'éloigna à grands pas dans la direction opposée. Ses doigts tremblaient encore tandis qu'elle vérifiait sur son téléphone le statut du transfert vers le cloud. Terminé. Elle s'envoya ensuite la vidéo par email, une précaution supplémentaire. Puis, elle appela sa meilleure amie et lui laissa un message détaillé, ce qui venait de se passer, le lieu, le contenu de la vidéo. Une assurance vie, au cas où. 20 minutes plus tard, en sécurité dans sa petite maison de campagne, elle verrouilla la porte et s'effondra sur son canapé, laissant enfin le poids des événements l'envahir. Témoin de brutalité. Enregistrement. Intimidation par un agent pour effacer la preuve. Refus. Et maintenant? Que faire? Chloé consacra 1 heure à se documenter. Elle consulta les coordonnées d'avocats spécialisés dans les abus policiers. Elle trouva le site de la Ligue des droits de l'homme. Elle parcourut des articles relatant des affaires similaires. Puis, ayant pesé le pour et le contre et armée d'une nouvelle détermination, elle ouvrit son ordinateur. Elle téléchargea la vidéo sur plusieurs plateformes. Elle rédigea une description sobre et factuelle des événements, date, heure, lieu, et un compte-rendu objectif de l'usage de la force qu'elle avait filmé. Aucune opinion, aucun jugement.
juste les faits. Elle identifia des médias régionaux, des associations de défense des libertés publiques et des collectifs de surveillance policière, puis cliqua sur « Publier ». La diffusion fut fulgurante. En 2 heures, des centaines de partages. En 4 heures, France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur la contactait pour un témoignage. Le soir, l'affaire était reprise par les chaînes d'information en continu. Le lendemain, elle faisait la une des journaux nationaux. La vidéo était accablante. Elle montrait une violence policière injustifiée sur un adolescent non résistant. Elle montrait un jeune homme brutalisé. Puis survint l'événement que Stéphane Mercier n'avait pas vu venir. La direction de la gendarmerie, pressée par l'opinion publique, décida de diffuser les enregistrements des caméras piétons des 2 gendarmes. Une procédure de transparence habituelle dans les affaires sensibles. Ils rendirent donc publiques les images de la caméra de Mercier. C'est-à-dire, l'intégralité de sa conversation avec Chloé. On y voyait Mercier s'approcher d'un témoin, constater qu'elle avait filmé, et lui ordonner de supprimer la vidéo. On le voyait la menacer, user de sa stature pour l'intimider, et suggérer qu'il pourrait inventer des charges contre elle. Tout y était, filmé par sa propre caméra, enregistré avec ses propres mots. Si la vidéo de l'arrestation était compromettante pour son partenaire, Nicolas Lefebvre, les images de la caméra de Mercier tentant d'intimider Chloé étaient dévastatrices pour lui. L'affaire prit une nouvelle dimension. Les médias avaient désormais un second angle, tout aussi scandaleux, un gendarme filmé par son propre équipement en train de commettre un acte d'entrave à la justice et de subornation de témoins. Les juristes se succédèrent sur les plateaux télévisés pour analyser les délits potentiels commis par Mercier. Les associations de défense des droits humains utilisèrent cette vidéo comme un cas d'école pour démontrer l'importance vitale du droit de filmer la police. Pour Léo Martin, la vidéo de Chloé fut salvatrice. Les poursuites à son encontre pour rébellion et outrage furent classées sans suite en moins de 48 heures. La preuve vidéo démontrait sans équivoque qu'il n'avait opposé aucune résistance. Il fut remis en liberté. Son avocat commis d'office saisit l'IGGN et engagea une procédure pour obtenir réparation du préjudice subi. Le visage du garçon resterait marqué, mais son casier judiciaire resterait vierge. Son avenir était préservé. Sa famille publia un communiqué pour saluer le courage de Chloé. Pour Nicolas Lefebvre, l'auteur des violences, les sanctions furent rapides. Suspension immédiate, enquête interne, et saisine du procureur de la République pour d'éventuelles poursuites pénales. Sa carrière était terminée. Tout ça parce que Chloé avait refusé d'effacer une vidéo. Mais pour Stéphane Mercier, la chute fut encore plus spectaculaire. 72 heures après la diffusion des images de sa caméra piéton, il fut suspendu. Les faits qui lui étaient reprochés étaient d'une extrême gravité, entrave à la justice, subornation de témoins, abus d'autorité. Ce n'étaient plus des fautes professionnelles, mais des délits pénaux. Il avait utilisé son statut pour tenter d'étouffer un crime. Il avait menacé une citoyenne. Et il l'avait fait en étant filmé par sa propre caméra. Son syndicat tenta une défense maladroite, évoquant une situation de stress mal gérée, mais la vidéo ne laissait aucune place à l'interprétation. Ses paroles étaient claires, ses menaces explicites. Une semaine plus tard, Stéphane Mercier était révoqué de la gendarmerie nationale pour faute grave et comportement indigne. L'enquête révéla que ce n'était pas son premier écart, mais jamais la preuve n'avait été aussi flagrante. 2 semaines après sa révocation, le parquet annonça sa mise en examen pour subornation de témoins. Il risquait une peine de prison ferme. Son procès était programmé. Son partenaire, Nicolas Lefebvre, fut également révoqué et poursuivi pour violence aggravée. Mais l'opinion publique se focalisa sur le cas de Mercier, car son crime était celui du mensonge et de la dissimulation, pris en flagrant délit par sa propre technologie. Chloé assista à ce dénouement depuis sa petite maison. Elle accepta quelques interviews, expliquant ses motivations. Elle insista sur l'importance du contrôle citoyen, sur le droit de filmer les actions de la police. Elle confia sa peur, mais aussi sa conviction d'avoir fait le bon choix. Elle devint, malgré elle, un symbole. Invitée par des associations, citée en exemple dans des facultés de droit. Mais Chloé ne se voyait pas en icône. Elle se voyait comme une citoyenne qui avait fait son devoir. Elle pensait à Léo, dont la vie aurait pu basculer. Elle pensait à toutes les autres affaires, sans vidéo, sans témoin, sans preuve. 3 mois plus tard, Chloé regardait les informations.
Le reportage principal était consacré à la comparution de Stéphane Mercier au palais de justice. Il plaidait non coupable, mais une négociation de peine semblait se dessiner. On le voyait sortir du tribunal, le visage dur, l'air d'un homme dont le monde s'est effondré pour avoir voulu faire pression sur un seul témoin. Le sujet suivant concernait Léo. Il avait repris les cours, il allait mieux. Sa famille avait attaqué l'État en justice et s'apprêtait à recevoir une indemnisation conséquente. Il avait retrouvé son avenir. Chloé coupa la télévision. Le silence se fit. Elle repensa à cet après-midi d'hiver. À l'instant précis où Mercier s'était avancé vers elle. À la sensation du mur froid dans son dos. À cette voix intérieure qui lui criait de céder pour que la menace cesse. Elle se rappela combien il aurait été simple d'effacer la vidéo. Quelques clics, et tout aurait été fini. Elle serait partie, en sécurité. Mais Léo, lui, n'aurait pas été en sécurité. Il aurait été condamné, sa vie marquée par un mensonge. Et le gendarme Mercier aurait continué son petit manège, protégeant les brebis galeuses, faisant taire les témoins, s'assurant que la vérité reste bien enterrée. Car l'enjeu était là. Il ne s'agissait pas d'une simple arrestation. Il s'agissait d'un système où certains agents se croient au-dessus des lois, où ils peuvent user de la violence puis faire pression sur les témoins pour garantir leur impunité. Chloé avait refusé ce système. Elle avait refusé la peur. Elle avait refusé d'effacer la vidéo. Grâce à ce refus, à ce courage puisé dans la terreur, un adolescent était sauvé et un agent corrompu démasqué. Le droit de filmer est un garde-fou essentiel contre les abus de pouvoir. Il est le socle de la redevabilité. Mais il ne vaut que si des citoyens osent l'exercer, même quand la peur paralyse, même face à un agent armé qui leur ordonne d'effacer la preuve. Chloé Dubois a exercé ce droit. Dos au mur, menacée, elle a dit non. Elle a dit, ça va se savoir. Elle a refusé de couvrir un mensonge. Et parce qu'elle n'a pas effacé, la justice est passée. Voilà la morale de cette histoire. Non pas que tous les gendarmes soient mauvais, mais que la justice a besoin de preuves. Les preuves ont besoin de témoins. Et les témoins ont besoin de courage. Le courage de faire le bon choix quand il serait si facile de fermer les yeux. Stéphane Mercier pensait régler un problème. Il pensait maîtriser le récit, protéger son partenaire. Il pensait avoir le pouvoir de faire disparaître une preuve. Il avait tort. Car sa propre caméra a tout filmé. Car Chloé a refusé de se laisser intimider. Car la vérité, une fois capturée, est tenace. 3 mois plus tard, Mercier attend son jugement. Son partenaire aussi. Léo est retourné au lycée. Et Chloé a repris sa thèse. Mais elle sait maintenant qu'elle a fait la différence. Que dans le moment crucial, elle a tenu bon. La vidéo est toujours visible. Des millions de vues. Pour certains, c'est la preuve de la brutalité policière. Pour d'autres, celle d'une tentative de dissimulation. Pour d'autres encore, la preuve que le droit de filmer doit être défendu à tout prix. Pour Chloé, c'est un rappel. Le rappel que des gens ordinaires détiennent un pouvoir immense quand ils refusent de se taire et de laisser la vérité sombrer dans l'oubli. Elle y voit la preuve que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avoir peur, et malgré tout, faire ce qui est juste. En cet après-midi de février, alors qu'un gendarme la menaçait et que tout son être lui criait de fuir, Chloé Dubois a choisi le courage. Elle a choisi la vérité. Elle a choisi de croire que la vidéo sur son téléphone valait plus que sa tranquillité, que l'avenir de Léo valait plus que sa propre peur. Et elle a eu raison. Parce qu'elle n'a pas effacé, un garçon a une seconde chance. Parce qu'elle n'a pas effacé, un gendarme corrompu a dû rendre des comptes. Parce qu'elle n'a pas effacé, le système a dû regarder en face une réalité qu'il aurait préféré nier. C'est la force du témoignage. La force du refus de se taire. La force de connaître ses droits et de les faire valoir. Le gendarme Mercier l'a appris à ses dépens. Il a appris qu'à l'ère du numérique, la vérité est une matière difficile à faire disparaître. Il a appris qu'intimider un témoin n'est pas une solution, mais un délit. Il a appris que la caméra sur son propre torse peut devenir son pire ennemi. Mais surtout, le public a appris autre chose. Que le droit de filmer est une arme citoyenne. Que les agents qui abusent de leur pouvoir peuvent être sanctionnés. Que se dresser pour la vérité,
même quand c'est terrifiant, est à la fois possible et indispensable. Chloé Dubois n'est pas une héroïne de film. Elle ne cherchait pas les ennuis. Elle était simplement une étudiante qui a vu quelque chose d'injuste et a décidé de ne pas détourner le regard. Puis, sommée d'effacer la trace de cette injustice, elle a pris la décision, bien plus difficile, de dire non. Et par ses choix, ses actes de courage ordinaires, elle a changé des destins. Elle a sauvé un avenir. Elle a révélé une faille. Elle a montré que des citoyens peuvent demander des comptes aux puissants, s'ils osent user de leurs droits et de leurs convictions. Alors, retenez ceci, la prochaine fois que vous verrez une injustice, filmez. La prochaine fois qu'un puissant tentera de vous faire taire, résistez. La prochaine fois qu'on vous demandera d'effacer la vérité, dites non. Car la vérité est un bien précieux. Les preuves sont précieuses. Les témoins sont précieux. Et votre courage, à l'instant où on en a le plus besoin, peut absolument tout changer. Stéphane Mercier voulait effacer la vérité. Chloé Dubois lui a prouvé qu'il avait tort. Et par là même, elle nous a rappelé à tous que la justice est possible, mais seulement si l'on refuse de fermer les yeux.